Nouveau rythme scolaire, quelles opportunités pour les pratiques artistiques? Je dirais qu'il y a dans le titre plusieurs sujets que nous pourrions traiter. Je laisserai évidemment Robin développer avec le savoir-faire et la conviction qui sont les siens la question des pratiques artistiques et notamment de la dimension particulière de l'art dans finalement la fabrication de l'être humain et dans l'ensemble de ce qui fait à la fois dans le temps initial de la vie et tout au long d'une vie que nous sommes équipés le plus complètement pour comprendre le monde afin de ne pas s'y laisser prendre. Pour revenir sur la commande qui m'était passée, c'est-à-dire pourquoi finalement toute cette agitation, parce qu'il y en a eu, il y en aura encore, sur cette question des rythmes scolaires. Deux choses, si nous voulons évoquer la question des opportunités, il faut traiter le sujet complètement. À la fois il y a de nouveaux rythmes scolaires et en même temps, sans aucune obligation, la possibilité est faite, notamment aux collectivités territoriales, mais aux autres acteurs, de profiter de ces nouveaux rythmes scolaires pour apprendre autrement et plus efficacement, d'aménager en complément de l'école, d'une manière plus systématique et plus volontaire, et plus efficace sans doute aussi, des temps éducatifs qui complètent, prolongent et accompagnent l'école. Il y a donc au moins deux sujets en un, mais nous pourrions très bien n'en traiter qu'un. Dans la loi dite de refondation de l'école, il y a cette double ambition, et c'est une première, pas tout à fait. En 1989, la loi d'orientation de l'école comprenait déjà une volonté de compléter, prolonger, amplifier le travail de l'école pour assurer une éducation plus complète des individus et prendre en compte le fait que nous n'apprenons pas qu'à l'école et nous n'apprenons pas qu'au début de la vie. Bon, pour un mouvement d'éducation populaire parmi les plus anciens, ça n'est pas vraiment très nouveau. Je vous ferai grâce de l'histoire et des références. On va les résumer en une seule. Condorcet l'avait dit déjà bien avant nous, et beaucoup mieux sans doute que je ne le dirais. Que jamais l'éducation ne s'arrête aux seules portes de l'école. Il y a bien d'autres choses à faire après, et même pendant le temps de l'éducation initiale, à faire au-delà et avec l'école. Et donc la loi porte en elle deux objectifs par rapport au temps. Le premier, c'est de faire en sorte que les enfants apprennent mieux à l'école. Ça a été dit notamment à travers l'exemple de ce département. Notre école, malgré les efforts qui y sont mis, ce sont des efforts humains, ça mobilise énormément de monde, ce sont aussi des efforts budgétaires. Notre école aujourd'hui laisse sur le carreau trop d'enfants et de jeunes, et n'y en aurait-il qu'un que ce serait encore trop. Nous sommes dans un pays dont l'école est particulièrement injuste et nous faisons semblant de découvrir qu'elle ne l'est seulement que cette année. Et non, ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. La casse est importante. Ça n'est pas simplement d'ailleurs, mais c'est déjà dramatique, les 150 000 jeunes qui quittent l'école sans rien après y avoir passé une quinzaine d'années. C'est aussi, on pourrait s'interroger, pour ma part, je pense qu'on ne s'interroge pas suffisamment pour ceux qui y ont réussi, suivant les critères de la réussite scolaire, et dont on pourrait aussi questionner la nature de la formation. La loi de refondation pour l'école porte comme priorité d'assurer une formation de base la plus complète et la plus efficace possible. C'est le sens de l'investissement premier mis notamment à l'école primaire et au collège. Et nous savons bien que l'école, ça procède à la fois du bas et du haut, puisqu'elle est destinée aussi à faire en sorte que chacun puisse atteindre le meilleur. Et chez nous, ça a fait d'ailleurs des dégâts, puisqu'elle est en grande partie organisée pour la fabrique des meilleurs, au détriment des autres, en termes d'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement et de culture. La manière dont l'école sélectionne progressivement les meilleurs se fait au détriment d'une conception de la culture qui, j'imagine, n'est pas tout à fait la nôtre. Nous sommes en présence d'une prodigieuse centrifugeuse, une espèce d'alambic de distillation fractionnée qui fait des dégâts à tous ses étages. Et comme notre société est quand même un peu généreuse, on fait en sorte de s'occuper de ceux qui sont les produits des dégâts, sinon ce serait encore plus insupportable. Donc on demande à l'extérieur de l'école de bien vouloir s'occuper de ce que l'école ne sait pas bien faire.
C'est un peu comme cette fameuse fable dite des enfants de Barbiana, écrite au début des années 60, qui nous rappelle que l'école se comporte parfois comme un hôpital qui conserverait les bien portants et qui externaliserait les malades. C'est un peu cela, notre école. Ça ne met en cause personne en particulier, sans doute et surtout pas les enseignants. La commande nationale étant celle-là, ils sont faits pour cela, ils y ont cru, ils y croient beaucoup, à faire partager à la fois leur amour de la culture, de leur discipline, et le souci d'élever au mieux les enfants et de les aider à grandir. C'est donc le système qui est interrogé dans son ensemble, et c'est, nous l'avons compris comme ça, la vocation de cette loi dite de refondation de l'école et au-delà de la loi de ce qu'il y est prévu. Et il y a notamment un aspect important qui, effectivement, est la question des rythmes d'apprentissage scolaire. Donc, ce que la loi corrige, c'est effectivement cette exception française qui fait que, en gros, vous la connaissez tous, hein, nous avons les journées les plus longues, les semaines les plus courtes, et les années scolaires les plus courtes aussi, donc des temps d'apprentissage extrêmement réduits qui ajoutent encore aux difficultés des enfants dans ce qu'on appelle leur entrée dans les apprentissages. Donc revenir notamment à la semaine de 4 jours et demi est une manière de corriger, je dirais sans doute trop modestement, mais les effets d'apprentissage beaucoup trop concentrés. Ça va de pair d'ailleurs avec la volonté d'étaler les apprentissages sur plusieurs années. C'est l'affaire des cycles à l'école. On n'apprend pas uniquement en un an, tout le monde n'apprend pas au même rythme. Et de situer les apprentissages par paliers qui ne sont plus des classes, mais qui sont des cycles de 3 ans notamment. Avec, peut-être y reviendrons-nous dans nos échanges ou dans vos ateliers cet après-midi, pour la première fois la formalisation d'un cycle commun entre l'école primaire et le collège, à cheval entre le CM2, le CM1, CM2 et la classe de 6e, pour installer enfin une articulation sur les contenus et sur les pratiques plus forte que les fameuses rencontres CM2, 6e de fin d'année pour savoir en gros ce qu'est le collège. Là, il s'agit d'assurer une transition sur le fond et sur la forme et de tendre vers ce que la plupart des grands pays européens ou même de l'OCDE ont mis en place depuis déjà pas mal d'années pour eux, une école commune, mutuelle, cohérente de la scolarité obligatoire, qui permettent effectivement d'assurer à tous les enfants ce bagage de départ qui leur permet ensuite de poursuivre des études et surtout de s'équiper pour pouvoir faire toute leur vie les choix personnels, professionnels et citoyens qui sont les leurs. C'est ça la fonction de l'école, c'est de s'équiper pour faire des choix dessus. Or, priver de cet équipement-là des dizaines ou des centaines de millions de jeunes est profondément injuste et surtout est une négation des principes démocratiques et républicains qui sont ceux qui font théoriquement notre école. Donc c'est le premier aspect. Dans ce cadre-là, nous pourrions d'ailleurs nous interroger sur la place dans les apprentissages que l'école saura faire à la question de l'art. C'est un sujet en soi. C'est notamment le sujet renvoyé au Conseil supérieur des programmes qui doit réfléchir à de nouveaux contenus pour l'école. Sommes-nous décidés à faire de l'art et de l'éducation artistique dans l'école, notamment, et des enseignements artistiques aussi, sans confondre toujours les choses, même s'ils se marient, une des dimensions essentielles, des fondements que l'école doit assurer à toute éducation? Ou est-ce que nous laissons dériver à l'infini ce débat sur les savoirs fondamentaux autour simplement du fameux lire, écrire, compter? Nous considérons, nous, que c'est une éducation amputée, une éducation scolaire amputée, si elle ne comprend pas véritablement cette entrée, cette intégration de la question artistique dans l'éducation commune qui est l'éducation scolaire. C'est une dimension importante. La seconde que la loi installe, c'est effectivement, sans obligation, pour y obliger, il eût fallu que la nation soit capable d'en assurer la continuité territoriale, or elle ne l'est pas, en termes d'investissement, notamment, et d'argent sonnant et trébuchant, c'est l'incitation forte qui est faite de profiter de ce réaménagement des temps scolaires pour combiner cela avec une nouvelle ambition publique éducative que bon nombre de collectivités n'ont pas, d'ailleurs ont anticipé, en mettant en place des projets éducatifs locaux. 20% des communes de notre pays sont dotées de projets éducatifs locaux avant que la loi n'incite à s'en doter. Voilà. L'idée est de progressivement les généraliser et d'entrer dans le droit commun pour tous par cette incitation forte, qui est une incitation politique, une incitation, on va dire, organisationnelle, avec les tâtonnements que nous avons connus et que nous connaîtrons encore. Il faudra de longues années pour construire cela. Et puis des incitations financières, même si elles ne suffisent pas, mais qui sont loin.
d'être inconséquente. C'est quand même plusieurs centaines de millions qui aujourd'hui sont mises à la disposition des collectivités pour financer une partie de cette politique. Qu'est-ce qui est en jeu derrière cela? Moi, je crois que c'est tout simplement notre capacité à faire de l'éducation une véritable responsabilité partagée, et plus loin que cela, véritablement à jeter les bases de l'éducation partagée. De l'éducation partagée. Et notamment de faire des grands enjeux de l'éducation, et la question artistique est un de ces grands enjeux-là, une responsabilité partagée. Pourquoi? Je terminerai là-dessus ce propos en m'égarant un peu, sans doute d'un point de vue philosophique, pour revenir sur des aspects plus organisationnels, mais que je vous laisserai le soin de traiter cet après-midi, parce qu'on est à l'épreuve de la réalité des territoires et il n'y a pas de modèle en la matière, mais il pourrait y avoir un objectif commun. Pourquoi aujourd'hui doit-on à la fois faire en sorte que l'école fonctionne mieux et que son ambition démocratique soit réellement traduite dans les faits, et pourquoi ça n'y suffira pas? Je crois qu'il suffit d'avoir en tête un chiffre et un seul, et se souvenir pourquoi l'éducation est faite. L'éducation est tout simplement faite pour faire en sorte que nos enfants entrent le plus paisiblement possible dans notre monde commun. C'est la définition qu'on donne à Hannah Arendt. Outiller les enfants pour qu'ils trouvent leur place dans notre monde commun. Notre difficulté, c'est que le monde commun a bien changé et que ça n'est pas terminé. Et c'est plutôt une belle idée que ce monde n'est pas terminé. Sinon, nous n'aurions plus grand-chose à faire. Simplement, ce qui rend la tâche un peu déroutante parfois, c'est que ce monde est, et je vais vous dérouler un trésor de banalité, complexe, incertain et instable. Et que éduquer pour un monde complexe, incertain et instable n'a pas grand-chose à voir avec éduquer pour une nation sûre d'elle, c'était le cas de la France, relativement stable, même si nous avons eu quelques grandes périodes de notre histoire contemporaine qui montraient qu'on ne l'était pas toujours, et relativement certaine au sens où les institutions qui assuraient le tissu solide de tout cela étaient des institutions pas trop bousculées. L'école, la famille, l'armée, etc., la justice et tout. Tout est en train d'être rebattu dans une période qui nécessite une formidable inventivité si nous ne voulons pas que ça fasse trop de dégâts. L'enjeu de l'éducation, c'est de faire en sorte que nous abordions cette période que certains traduisent en termes de basculement parfois, ou de transition, voilà. Que nous y préparions le mieux possible et que surtout ce ne soient pas les enfants et les jeunes qui en payent le plus lourd tribut. Que nous assurions pour eux la manière, encore une fois, la plus paisible d'entrer dans cette situation-là et d'être le mieux outillé pour cela. Et pour aborder ces situations-là, il vaut mieux les aborder dans une disposition d'ouverture, de créativité, d'inventivité et de générosité. Or, ça n'est pas tout à fait aujourd'hui ce qui se passe. L'actualité la plus récente nous le montre, quand effectivement la période nourrit les peurs sur lesquelles certains surfent, parce qu'on fait beaucoup de clientèle sur les peurs aujourd'hui. On fait beaucoup de clientèle à très court terme et ça va faire de grands dégâts si nous ne résistons pas à ces tentations de la peur dessus. C'est l'enjeu notamment de la question des représentations que nous nous faisons de la manière dont nous entendons vivre les uns avec les autres. Et la fabrique des représentations est une fabrique à laquelle participe largement l'école, mais d'autres, et c'est pour ça que nous parlons d'éducation partagée. Un chiffre donc qui devrait quelque part servir un peu de boussole à tous ceux qui réfléchissent à l'éducation. Où se fabriquent les représentations du monde et des autres? Qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans qui entre au collège a fait pour quelque part avoir un sentiment sur la manière dont il existe, dont il envisage sa vie avec les autres? Qu'est-ce qu'a fait un enfant de 12 ans quand il arrive au collège? Comment il a construit ses représentations? Facile à découper quand on regarde un peu ce que font ses propres enfants, ses petits-enfants et les enfants autour de soi. Il y a des exceptions, tout ça est assez inégal, mais quand même. Il a dormi 4 ans, l'enfant de 12 ans. Beaucoup moins qu'il y a 30 ans, 1h30 de moins par jour, dû essentiellement à des pratiques qui ne sont pas que les siennes, mais les nôtres. Nous passons beaucoup moins de temps à dormir, on devrait dormir beaucoup plus. 4 ans. Il a passé 4 ans en activité domestique. Il a vécu avec sa famille un peu différente aujourd'hui, il va d'une famille à une autre, une famille multiparentale qui effraie tant aujourd'hui le temps de la peur, par exemple. Voilà.
Il a vécu avec ses frères et sœurs, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Il est parti en vacances quand il a la chance de partir. Il a joué avec ses copains, ses copines. Il est parfois resté tout seul 4 ans. Voilà. Il a mangé. Il passe beaucoup moins de temps à manger qu'avant. Il s'est déplacé, il passe beaucoup plus de temps à se déplacer qu'avant, même si certains enfants sont malheureusement assignés à résidence aussi. Qu'a-t-il fait des 4 années qui restent? Il a passé 1 an à l'école. 860 et quelques heures d'années scolaires, multipliées par une dizaine d'années au mieux qu'il a passé à l'école s'il était scolarisé à 2 ans. Vous faites la multiplication, ça fait 8800 heures, ça fait 1 an. Il a passé 1 an derrière les écrans de télévision. 2h40 par jour, c'est mesuré savamment aujourd'hui. Il a sans doute passé à peu près 1 an derrière les autres écrans, à jouer essentiellement, pour le meilleur ou pour le pire, mais comme à l'école et comme derrière la télévision, pour le meilleur et pour le pire. Et puis il a passé 1 an dans des formes de loisirs organisés. Voilà. Équipe de foot, il est allé à l'atelier d'art plastique du musée, au centre de loisirs associé à l'école, dans une association de la Ligue de l'enseignement. Il est allé voilà, en activité organisée. Voilà ce que sont ces 4 années, je dirais, à contenu plus ou moins organisé. 1 an à l'école, 1 an de télévision, 1 an d'autres écrans et 1 an de loisirs organisés. 4 ans à dormir, 4 ans d'activité familiale. Tout ça constitue l'arrière-plan, la toile de fond de la fabrique de ces représentations. Où pouvons-nous agir pour faire en sorte qu'il entre le mieux possible dans le monde commun? Sur son sommeil, il faut qu'il dorme correctement. Sur son cadre familial, c'est l'enjeu des politiques globales. Habitat, logement, déplacement, dignes conditions pour tout le monde. La dimension sociale de tout cela ne nous échappe pas, évidemment. Et puis sur les 4 autres, il faut que l'école fonctionne mieux. C'est un des objets de la loi. Il faut sans doute que tous ces écrans derrière lesquels il passe beaucoup de temps fassent l'objet d'un peu plus d'attention, notamment en termes de responsabilité publique, que nous n'y laissions pas simplement déverser des tonnes d'incitation à consommer, l'essentiel de ce que fabriquent les écrans, du temps de cerveau disponible, etc., pour faire marcher les publicitaires. Et puis, il y a des temps sur lesquels nous pouvons jouer, ce sont les temps que nous co-organisons ensemble. École, collectivités, monde associatif, autres institutions. Là se jouent les enjeux de l'éducation partagée. Là, nous pouvons concevoir des alliances nouvelles entre ceux qui ont les moyens de les concevoir parce qu'ils estiment avoir les mêmes responsabilités publiques et culturelles pour le faire. Nous ne pouvons pas envisager, ici, depuis Brie contre Vert, une alliance entre Gulli et les acteurs locaux. C'est compliqué. Mais Gulli, la chaîne de télévision, nous, d'autres alliances, à l'échelle planétaire, pour inventer, allez voir sur le site de la chaîne Gulli, ce qu'ils appellent un écosystème éducatif. C'est leur responsabilité. Je pense qu'il faut les laisser faire. Il faut simplement leur imposer quelques règles pour qu'ils ne fassent pas trop n'importe quoi. Mais nous ne pourrons pas agir de concert avec eux. Nous pourrons faire quelques allers-retours pour permettre aux enfants de se débrouiller le mieux possible dans cet univers informel, qui est encore une fois l'essentiel de l'univers où ils fabriquent leur représentation, le temps informel. Donc comment entre les acteurs du temps formel de l'école, du temps en partie formel des loisirs organisés, et du temps non formel des pratiques familiales, associatives, etc., comment nouons-nous des alliances autour d'un certain nombre de grandes envies et de grands objectifs communs pour que les enfants, effectivement, s'outillent le mieux possible pour faire face, dans l'autonomie et la responsabilité progressive, au temps informel pendant lesquels ils vont continuer à apprendre, à s'informer, à se cultiver, à chercher, etc. C'est l'enjeu de l'éducation partagée. Et c'est pour cela que quand on évoque la question des temps scolaires et des autres temps éducatifs, nous ne pouvons pas laisser cela simplement au hasard d'une organisation hâtive qui consiste à additionner quelque temps les uns aux autres, à faire fonctionner un petit peu différemment les emplois du temps des uns et des autres, pour faire en sorte que l'offre, comme on dit, soit mieux organisée. Non. C'est la question collective que nous devons nous poser localement, à l'échelle de chaque territoire, pour savoir comment nous améliorons une politique éducative d'ensemble, pour faire en sorte que cet outillage soit un outillage, encore une fois, plus efficace, plus tourné vers la nécessité pour les enfants d'entrer d'une manière plus assurée dans ce monde complexe, incertain et instable. Voilà l'enjeu des projets éducatifs de territoire notamment, ou des projets éducatifs locaux pour ceux qui
on était doté avant. Alors, et nous le savons, c'est une affaire assez facile à philosopher, un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Pourquoi? Bien parce qu'il faut parfois changer de regard les uns sur les autres, entre institutions publiques et monde associatif, entre parents et écoles, entre institutions culturelles et institutions éducatives. Voilà. Et nous sommes dans un pays qui présuppose que pour changer de regard, il faut des dispositifs et des lois. C'est en grande partie vrai. Voilà. Quand on est en Hollande, on ne se pose pas la question de savoir comment l'école, le musée et l'association locale travaillent pour faire des contenus du musée un objet commun de travail. Ça se fait d'une manière assez spontanée. En France, il faut des dispositifs. Des lois, des textes, des règlements et des savoir-faire accumulés que nous mettons derrière souvent un certain nombre de règles administratives. Ben, il faut faire avec. Hein. Voilà. C'est sans doute la raison pour laquelle, à l'enjeu des nouveaux rythmes scolaires et temps éducatifs, viennent d'ores et déjà se superposer tout un tas d'autres choses qui sont censées nous aider à mieux travailler ensemble à l'élaboration de cette politique éducative locale. Par exemple, les fameux parcours d'éducation artistique et culturelle, vous allez y revenir, sont censés faire ça. Pour le moment, pas trop. Hein, parce que quand dit parcours, dit course de vitesse. Donc il y a toujours, par exemple, un ministère qui part plus vite que l'autre. Et évidemment, le ministère de l'Éducation nationale a cette capacité à partir beaucoup plus vite que les autres, parce qu'il est beaucoup plus nombreux, donc c'est un bataillon énorme. Voilà. Et on considère que les parcours d'éducation artistique et culturelle ne sont que l'affaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les collectivités qui investissent le plus sur les questions artistiques et culturelles, beaucoup plus que l'État. Donc on aurait dû tout de suite les mettre dans les parcours. Mais mettre qui? Les associations de collectivités. C'est un peu hétéroclite, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de politique et de projet commun entre l'association des maires de France, des départements de France, des régions de France, des grandes villes, des petites villes, des maires ruraux, etc. Donc c'est pas simple à faire. Donc tout ça renvoie au local et à la capacité effectivement à faire, dans des cadres institutionnels plus ou moins bien décrits et écrits, avec des volontés affirmées. On peut penser que concernant la refondation de l'école, c'est fortement affirmé, insuffisamment aujourd'hui, sans doute connu et partagé. Interrogeons autour de nous, peu de gens savent véritablement ce qu'il y a dans cette loi. Si on évoque les parcours d'éducation artistique, aujourd'hui, peu de gens savent ce qu'il y a dedans, sauf ceux qui ont le sentiment d'y avoir un peu concouru par le lent et patient travail qui fut le nôtre, militant d'action culturelle et d'éducation artistique, pour essayer de nourrir ça et de faire en sorte que ce ne soit pas simplement un texte réglementaire. Mais nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Donc pour construire, il faut localement une farouche envie de faire ensemble. Accepter de desserrer un peu les carcans un peu institutionnels, de modifier en partie nos représentations et accepter de faire un bout de chemin ensemble, encore une fois, vers cet enjeu commun qui est la capacité de donner aux enfants et aux jeunes d'entrer paisiblement dans le monde. Et la bonne façon d'entrer dans le monde, c'est déjà d'y entrer localement. Parce que le monde est au local. Voilà. Il n'est pas simplement une vision universaliste uniquement des choses. Le monde existe localement. C'est pour cela que derrière l'éducation partagée et sa traduction à travers des politiques éducatives locales, nous mettrions assez facilement 5 objectifs. Et je conclus là-dessus parce que ça ouvre, il me semble, des perspectives après à la question plus particulière des pratiques artistiques et de l'éducation artistique. Le premier objectif, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure dans une intervention, c'est la question de l'ouverture culturelle. L'ouverture culturelle. Nous sommes en pleine contradiction d'un monde très ouvert, d'une mondialisation qui fait circuler plein de choses, et en même temps d'un repli dû à la montée de l'incertitude et des peurs. Et ce repli culturel, je dirais, c'est le risque de tous les territoires. Aucun n'y échappe. Ni la ville, ni la campagne, ni la grande ville, ni les quartiers, ni les centres-villes, etc. Vous savez, la Ligue de l'enseignement a son siège historique en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement. On ne l'a pas choisi, c'est nos héritiers. C'est sans doute le lieu le plus fermé culturellement que je connaisse. Voilà. Les gens qui habitent là ont fait le choix surtout d'habiter avec personne d'autre. C'est le ghetto le plus terrible, sans doute un des ghettos les plus terribles de Paris. Je crois que les gens là-bas font semblant d'être ouverts culturellement. Mais ils ont des représentations qui sont les représentations de leur propre microcosme. En milieu rural, je crois que c'est ça qui a été évoqué, il y a de véritables risques. Nous le voyons, jeunes notamment de collège, dont l'univers est circonscrit, alors je dirais à la représentation fantasmagorique du monde à travers les écrans, ou bien à ce qu'ils vivent ou se représentent uniquement de leur
petit environnement local. Et donc, le premier enjeu, il me semble que c'est la question de l'ouverture culturelle, et l'art, évidemment, nous en sommes convaincus, a quelque chose à voir avec ça, d'important. Le second enjeu, c'est de donner du sens au savoir scolaire. L'école ne s'en sortira pas en prétendant donner du sens au savoir qu'elle enseigne dans la seule enceinte scolaire. Elle le sait depuis toujours, ça n'est pas nouveau. Jules Ferry l'avait déjà écrit. Et pour ceux qui s'offusquent aujourd'hui de livres, de littérature de jeunesse qui prétendent déshabiller les maîtresses, que Louis Pergaud, dans la guerre des boutons, l'avait déjà compris, lui-même instituteur, savait la force symbolique des enfants attachés tout nus au pied des arbres dans les bois à l'issue d'une bataille formidable entre deux villages. Voilà. Et donc l'école a toujours pris appui sur l'extérieur, tout du moins quand elle a décidé de le faire, pour que les savoirs scolaires ne soient pas des savoirs arbitraires. Voilà. Il n'y a rien de plus arbitraire que le déchiffrage des signes. Rien de plus arbitraire que le déchiffrage des signes. Pour leur donner du sens, et il faut les réincorporer en permanence dans des approches culturelles. Le troisième objet des politiques éducatives locales, je crois que c'est tout simplement la question du vivre ensemble aussi. Alors, je n'ai pas d'autres mots, c'est un peu un mot valise. Hein. C'est donner du sens à ce qu'on appellerait les outils de la citoyenneté démocratique. Voilà. C'est là qu'on apprend qu'il y a à la fois des règles du jeu et qu'on peut aussi s'en affranchir et les faire progresser. Et puis le quatrième enjeu, c'est d'apprendre à faire le meilleur usage de ses territoires. Et déjà de son territoire local physique. Là, d'ailleurs, est en grande partie l'enjeu interne sur les pratiques artistiques et les projets d'éducation artistique, d'une relation claire entre les acteurs pour que les enfants sachent qu'ils peuvent compter sur des ressources qui vont se mobiliser pour les aider à grandir. Les enfants qui découvrent que l'école fonctionne avec des institutions culturelles, que les institutions culturelles ne craignent pas d'autres institutions, que le monde associatif est reconnu aussi comme un acteur, que les habitants du territoire eux-mêmes ont des talents cachés qu'il faut parfois révéler pour être des ressources dans des parcours d'éducation artistique, tout cela contribue à créer une communauté accueillante pour les enfants qui les aide à grandir et à s'appuyer après tout au long de leur vie sur une bonne connaissance du territoire. C'est l'enjeu sans doute de la formation humaine tout au long de la vie qui se joue en partie à travers cela. Et puis évidemment le cinquième enjeu, je crois que c'est à la fois le plaisir d'apprendre, la joie de comprendre, et puis quelque part la découverte progressive de la joie qu'il y a aussi à faire le meilleur usage de ses sens et de sa sensibilité. Voilà, de savoir qu'on est à la fois quelqu'un qui grandit en faisant l'usage de ses sens et qu'on en fait un meilleur usage quand on le fait aussi avec les autres, dans un rapport avec les autres. On apprend bien finalement qu'avec les autres, et y compris dans l'usage de ses sens et de sa sensibilité. Les projets éducatifs de territoire, ce qui se joue dans une articulation différente entre le temps scolaire et d'autres temps éducatifs, je crois que c'est tout simplement ce qui rassemble localement des acteurs qui ont décidé de dire à tous les enfants qu'ils sont les bienvenus sur leur territoire. Vous êtes les bienvenus sur le territoire sur lequel vous entrez, et vous serez toujours les bienvenus, ça ne sera pas toujours facile, et nous allons vous aider à cela. C'est aussi ceux qui ont décidé qu'il n'y aura jamais un seul enfant qui puisse croire qu'il n'a pas d'avenir, et qu'il va trouver, cet enfant-là, toujours les ressorts nécessaires et les représentations qui lui montreront que même quand c'est difficile, l'humanité sait progresser. Les représentations sont extrêmement importantes dans ce jeu-là. Et puis, encore une fois, c'est la question de l'outillage. Voilà. C'est une manière, finalement, d'équiper les enfants et les jeunes pour qu'ils entrent au monde et pour qu'ils trouvent eux-mêmes la réponse à cette très belle question qui conclut le livre de Lionel Trouillot, La belle amour humaine, quand il dit tout simplement à cette question-là: qu'allons-nous faire de notre présence au monde? C'est une question que nous posons, nous, sans doute, tout au long de notre vie. Mais c'est une question qui est à la fois formidable, fantastique, qui soulève plein d'imagination et d'interrogations chez les enfants et chez les jeunes. Mais nous ne pouvons pas stationner trop longtemps dans la question. Il faut aussi progressivement construire les réponses. S'associer dans des politiques éducatives de territoire, en mobilisant notamment la question et les enjeux artistiques pour répondre à cette question. Je crois que c'est une des plus belles réponses que nous pouvons offrir à des enfants que nous ne pouvons pas laisser démunis devant l'immensité de la question. Merci.